Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Après le nouvel album d'Astérix, sans Goscinny ni Uderzo, après le nouveau James Bond, sans Ian Fleming ni Sean Connery, après le nouveau disque de Jimi Hendrix, 43 ans après la mort de Jimi Hendrix, après la nouvelle collection Saint-Laurent, sans Yves Saint-Laurent, verra-t-on un jour un nouvel album de Tintin alors que Hergé nous a quittés il y a 30 ans? Vous avez compris, ce soir on débat de la vie après la mort et on le fait avec Nick Rodwell pour la première fois dans une émission de télévision. Vous êtes marié depuis 20 ans à Fanny Vlaminck, la seconde épouse de Hergé et sa légataire universelle. C'est vous qui dirigez la société Moulinsart. C'est vous, par exemple, qui avez négocié avec Steven Spielberg les droits d'adaptation des aventures de Tintin au cinéma. Et c'est une déclaration de vous dans Le Monde, fin octobre, qui a mis le feu aux poudres. Tintin doit en effet entrer dans le domaine public en 2054, 70 ans après la mort d'Hergé. Mais, et si d'ici là sortait un nouvel album de Tintin? On va en débattre ce soir. Il y a également Florence Vatrin. Vous êtes avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle. Vous défendez notamment les intérêts des ayants droit d'œuvres célèbres. Vous êtes également spécialisée dans le droit des personnages, alors que ce soit le Marsupilami, Tintin, Flash Gordon ou Jacques Mérine, depuis qu'il a été adapté au cinéma. Alexandre Astier, vous êtes auteur, réalisateur, interprète de la série Kaamelott, qui est devenue une bande dessinée et que vous comptez bientôt adapter au cinéma. Vous travaillez actuellement à la réalisation d'Astérix et le domaine des dieux, un dessin animé en 3D adapté de l'œuvre de Goscinny et Uderzo. Émile Bravo, vous êtes auteur de bande dessinée. On vous doit notamment les épatantes aventures de Jules et les contes palpitants des 7 ours nains, mais aussi Spirou, le journal d'un ingénu, où vous mettez en scène le célèbre personnage créé par Robvel en 1938, puis repris par Franquin en 1947, puis par Fournier, puis par Tom et Jeanry, par Morvan et Manuera, par Johan et Vellman. On ne compte plus les auteurs et les dessinateurs de Spirou. Lionel Morel, vous êtes l'animateur du blog Silex, juriste spécialisé dans la transformation des droits d'auteur à l'heure du numérique. Vous êtes un défenseur de la culture libre, fondateur du collectif, comment s'appelle-t-il déjà? Savoir commun. Savoir commun. Et vous êtes l'auteur des bibliothèques numériques, le défi du droit d'auteur. Patrick Poivre d'Arvor, journaliste, vous avez présenté le 20h pendant près de 30 ans. Vous animerez à partir du mois de janvier la tranche 19-20 heures de Radio Classique. Écrivain, votre dernier livre, Seules les traces font rêver, est paru au printemps. Et c'est dans ce livre, d'ailleurs, un livre de souvenirs, que vous racontez que lecteur de Tintin depuis votre plus tendre enfance, celui-ci n'a pas été pour rien dans votre vocation. Gabriel Matzneff, écrivain, vous venez de recevoir le prix Renaudot Essai pour Séraphin, c'est la fin. Et grand tintinophile, ami d'Hergé, ce sont les aventures de Tintin, dites-vous, qui vous ont le plus appris sur la vie politique internationale. Vous avez d'ailleurs intitulé l'un de vos livres Le sabre de Didi. Alors, pourquoi, Nick Rodwell, la question sacrilège pour beaucoup d'un nouvel album de Tintin? Pourquoi cette question se pose-t-elle aujourd'hui, 30 ans après la mort d'Hergé? Parce qu'un journaliste qui s'appelle Frédéric Pottet du Journal du Monde a posé la même question, il a posé la question, et alors on aura les nouvelles aventures un jour. Et pour être un peu malin, comme d'habitude, j'ai répondu oui en 2053. Et tout a commencé à ce moment-là. Alors, 2053, en fait, vous étiez trompé, parce qu'en c'est 2054 qu'Hergé entre dans le domaine public. À la fin de 2053, le 1er janvier 2054, les droits tombent dans le domaine public, oui. Mais si on a envie de garder un pouvoir, entre guillemets, c'est très intelligent, j'estime, de publier un album juste avant cette date. Voilà, ça prolongerait, effectivement. Quelque part, mais ça, c'est plus le côté juridique. Oui, on va en débattre tout à l'heure. Oui, c'est pas le même intérêt, mais on a 40 ans pour régler le problème. C'est ça qui est intéressant. Et donc, ça veut dire que s'il devait y avoir un nouvel album de Tintin, il pourrait d'ailleurs paraître bien avant ces 40 ans fatidiques, parce que dans 40 ans, vous aurez 100 ans. Si j'ai bien calculé vous-même. Non, 102 ans, mais ça va pas mal. Oui, on peut, mais le petit problème, c'est que Hergé avait dit dans un entretien avec Nouma Sadoul, après lui, non merci, s'arrête là, au moins les albums sur papier
parce qu'à l'époque, Sur on avait papier. sur papier, pour lui, c'était 23 albums, pas même un 24e qui était publié plus ou moins alpha, mais ce n'était pas un vrai album. Tintin et l'Alphard qu'on a vu, Absolument. que vous avez publié en 80, enfin pas vous, mais en 86. Donc Casterman, l'éditeur, et ça c'était aussi toute une histoire parce que Casterman a fait la demande de terminer ce livre. Et Fanny, à l'époque, avait l'idée de demander à Bob DeMoe, qui était à côté d'Hergé pendant 35 ans, de terminer ce livre. Et tout était discuté, tout était négocié. Et à la dernière minute, elle a dit, je peux pas vous donner les croquis d'Hergé, c'est pas possible. Et c'était un mini-drame, on peut imaginer, pour Bob DeMoe et son entourage. Et effectivement, on a vu Tintin et l'Alphard, ce sont les crayonnés d'Hergé. Absolument. Et à la dernière case, il n'y a Page pas de suite. 42, absolument. Il y a pas de suite. So, Fanny est restée toujours très fidèle. Alors donc justement, quand aujourd'hui vous dites qu'il pourrait y avoir un album, même s'il n'est pas sur papier, on ne sait pas sur quoi, évidemment vous commettez un sacrilège puisque... tout le monde se- 2053, c'est une question de... Oui, de- mais enfin, notre mission, on Ouais. va dire, désolé d'être si, Non, mais je vous en prie. si exagéré, notre mission, c'est de protéger et promouvoir l'œuvre. Si on décide de publier un album, si ça peut protéger cette œuvre et faire une promotion en même temps, tant mieux. Et ça, c'est... Je ne suis pas ni l'éditeur, c'est Casterman, je ne suis pas Léon Droit, qui est Fanny, mon épouse. Est-ce que les tatinophiles se disent, bah, tiens, un jour, lire de Écoutez, nouvelles aventures de Tout à Tintin? l'heure, Nick Rodwell a évoqué Alphard, vous aussi. Je dois dire que pour les proches de Hergé, de Georges, qui l'ont vu travailler sur ces planches, alors que depuis 77, il est cette maladie de sang qui devait l'emporter le 3 mars 83, ça a été quand même 6 années, n'est-ce pas, de rémission de mieux, avec une fatigue grandissante à cause des transfusions, enfin tout le monde sait ça, des transfusions de sang, etc. Eh bien, il travaillait d'arrache-pied, et je dois dire que quand on les voit, l'Alphard tel qu'il est, tel que nous l'avons... On va voir on va voir une planche oui, comme ça, ce sont des certainement. crayonnés Mais je pense que d'Hergé. c'est à la fois extraordinaire et très douloureux, parce qu'il faut sentir toute la souffrance de cet homme qui adorait la vie, qui voulait guérir, qui voulait finir cet album, et qui était animé par cet amour de Fanny et par cet amour de son œuvre. Et donc, Fanny, vous savez, Nick Rodwell l'a déjà dit, Hergé donnait souvent cet exemple, avec moi dans les conversations, on en parlait, il disait, quand Flaubert est mort, il est mort en train d'écrire Bouvard et Pécuchet, personne n'a terminé Bouvard et Pécuchet. Depuis, beaucoup de gens l'ont fait. Hein. Non, attendez, mais justement, en fait, en plus de ça, Bouvard et Pécuchet, comme Flaubert préparait ses chapitres à l'avance, il y a le résumé dans toutes les éditions de Bouvard et Pécuchet, on a le résumé des chapitres qui restent. Mais terminer un livre, par exemple, Amiel, Jacques Laurent s'est amusé, enfin il a eu envie La Miel, un roman inachevé de Stendhal. Jacques Laurent, qui adorait Stendhal, l'a fait. Mais quand ça a été publié, c'est intéressant. Et tous les Stendhaliens ont eu plaisir. Mais c'était présenté comme une œuvre de Jacques Laurent. C'était pas... Tandis, la question quand je vous entendais parler tout à l'heure d'Astérix, est-ce que les enfants qui achètent, à qui on a offert, à qui on va offrir pour Noël cet album, le dernier Astérix, le dernier Astérix, est-ce qu'ils sauront que ce n'est pas un album d'Uderzo et de Goscinny, ou est-ce que l'album est présenté de telle façon qu'on pourrait croire que c'est eux, tandis que quand vous achetez le Lamiel terminé par Laurent, vous savez que ce n'est pas, c'est ça, c'est une question de savoir. Si on fait une suite, on peut imaginer une suite, mais il faut bien savoir que la suite est écrite. Vous pouvez faire une suite à Guerre et Paix, qui est déjà un gros livre, mais enfin, on peut faire une suite à Napoléon. On a fait une suite aux Misérables. On a fait une suite aux Misérables. Il est dans le domaine public. Oui, mais tout le monde sait que c'est pas Victor Hugo. Tout le monde sait. Alors effectivement, dans le cas du dernier album d'Astérix, qui a été un énorme succès, on parle de 2 millions d'exemplaires vendus. En effet, ni Goscinny, qui est mort malheureusement il y a longtemps, ni Uderzo, qui a pris sa retraite, n'y sont pour rien. Mais enfin, l'album a bénéficié d'une fantastique promotion à la télévision, d'ailleurs, dont s'est moqué un peu le Petit Journal. Je vous passe un extrait pour voir à quel point tout le monde, absolument, sur toutes les chaînes, dans toutes les émissions, on a fait la promotion d'Astérix. D'Astérix, quoi. C'est tout. Astérix.
Astérix est de retour. Ah oui, d'accord. Oui. Alors Astérix, le grand retour. Astérix chez les Pictes. Astérix chez les Pictes. Astérix chez les Pictes. Astérix chez les Pictes, les ancêtres des Écossais. Un scénario pas piqueté des hannetons. Mais la bamboche se passe aussi en plateau. Et le nouvel album, paraît-il, est une réussite. Oui, déjà de bonnes critiques, Magali. Ce qui serait bien, c'est qu'on récupère un peu de potions magiques pour le gouvernement. Et ce n'était que la force 1. Force 4, on ne pensait pas qu'ils allaient le faire. Partoutatis, vous reconnaissez évidemment nos deux héros. Non, pas ça! Partoutatis, ils reviennent. Astérix et Obélix. Partoutatis. La suite de la matinale, Marie, comment vous avez un morceau d'ananas? 2 millions d'exemplaires vendus. On imagine ce que ce serait avec un nouvel album de Tintin, là. Hein. Ce serait dans le monde entier, en plus. Hein. Tous, ils seraient là. Mais on parle d'Astérix. Hachette a acheté les éditions Albert René. Ils ont fait une très, très bonne promotion pour cet nouvel album. Chapeau à Hachette. C'était pas facile pour Dertz de trouver les deux personnes pour le remplacer. Et c'est une grande réussite. Et forcément, on se pose la question, penser à un album de Tintin, est-ce que c'est pour l'argent, Nick Rodwell? Waouh! Je vais vous poser la question. Tout le monde est en train de se la poser devant le poste. Pourquoi on fait un album? Je reviens. Je suis oui, vraiment désolé. J'ai bien entendu votre mission, réponse. c'est protéger et promouvoir. Ouais. Et après, c'est l'éditeur, normalement, doit gagner l'argent et Léon Droit qui va gagner un pourcentage sur chaque album. Le travail que j'ai fait depuis 25 ans, on va dire ça, pour être critiqué chaque jour, très agréable, c'est de protéger, promouvoir. Si je sens c'est bon pour la promotion, la protection de cette œuvre, on avance. C'est la raison qu'on a fait le film et on avait le choix de rester dans le ghetto, désolé pour le mot, ghetto, franco-belge, l'Allemagne aussi, où Astérix est très très populaire. Soit on va vers Hollywood pour aller un peu plus global, soit on reste dans le ghetto. On est parti là-bas avec tous les risques, etc. Et on est très content avec le résultat. C'était une promotion extraordinaire. C'est-à-dire que ça relance à chaque fois la vente des albums de Tintin. Et vous pensez... L'intérêt, ça ouvre d'autres pays, d'autres portes. Les gens étaient au moins pendant 3 jours hyper gentils avec moi. Juste pour ça, ça vaut la peine. Oui, Patrick. Puisque Nick est souvent critiqué, moi je voudrais lui rendre hommage, ainsi qu'à sa femme Fanny, que je ne connais pas. Je trouve qu'ils ont très bien protégé jusqu'à présent l'œuvre et l'ombre portée, la trace, je dirais, d'Hergé. Et par exemple, le film de Spielberg est très réussi. Et ça me plaît et ça ne me gênerait pas de voir une nouvelle aventure de Tintin inventée, sortie de sa tête ou de la tête de qui que ce soit au cinéma, à la télévision, pour peu que ce soit réussi, que ce soit une œuvre originale. Mais vraiment, comme Hergé lui-même, quand il l'a dit dans son entretien, je ne souhaiterais pas qu'on me fasse sortir, moi, de mon rêve. Lui, sans doute, de son rêve, et tous ceux qui ont rêvé avec Tintin. C'est vrai que j'ai eu envie de devenir journaliste parce qu'il était reporter au Petit 20e. Aujourd'hui, je fais de l'opéra peut-être un peu à cause de la Castafiore. On se moque beaucoup d'elle, mais moi, à chaque fois, quand j'ai dirigé Don Giovanni, là, en Belgique cet été, quand je viens d'écrire un livret d'opéra pour dans un an, à Metz, je pensais à la Castafiore. Et j'ai rencontré des Castafiores. Et à chaque fois, je suis tellement reconnaissant à Hergé d'avoir sorti cet univers que je trouve encore assez enfantin, je dirais presque naïf, mais qui correspond à ce qu'a été mon âme d'enfant. Donc, si on m'oblige à rentrer dans quelque chose qui ne soit pas lui, j'en serais vraiment triste. Alors, et je les supplie de ne pas le faire. Dans le cas du film de Spielberg, justement, alors un certain nombre de puristes d'ailleurs se sont dit ah ben non, c'est pas Tintin, ne serait-ce que parce qu'il avait adapté les histoires d'Hergé dans Le Secret de la licorne. Et évidemment, c'est un Tintin de Spielberg et pas un Tintin d'Hergé. On regarde tout de suite un extrait.